Bienvenue pour mardi de la rénovation, au mardi midi. D'ailleurs, pour ce webinaire qui veut promouvoir, vous donner des trucs et astuces pour éviter les embûches lors de vos rénovations du bâti. Donc en 2004, on a eu deux webinaires. Donc ici, c'est le deuxième et deux visites. Et ce webinaire est consacré à la conservation et restauration des sgraffites, joyaux de nos façades urbaines. Et on aura donc l'occasion d'entendre Céline de Villers, historienne de l'art, et qui guide également à la Maison Cauchy à Bruxelles, qui nous parlera sur l'importance de préserver ces graphites dans les façades. Et Maëlle Guillot, qui est restauratrice, elle, et donc qui intervient sur les graphites, qui nous donnera les conseils et les bons conseils pour entreprendre des travaux de restauration de sgraffite sur les façades urbaines. Alors, pour que tout se passe bien lors de ce webinaire, donner quelques informations. Donc, vous avez l'onglet pour le son, ici qui est indiqué, pour l'image, et vous êtes également invité à poser vos questions dans le chat, dans l'onglet discussion, pour pouvoir après avoir un échange avec nos deux oratrices et qu'elles puissent répondre à vos questions. Et en fin de ce webinaire, vous pourrez également intervenir lors de ces moments d'échange, d'autant plus que sur ce webinaire, on est un plus petit nombre, donc il y aura moyen de pouvoir discuter ensemble sur le projet, la présentation. Peut-être quelques informations également. Donc, on propose d'enregistrer ce webinaire. Comme ça, on peut permettre à d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui de revoir ce webinaire. Et donc, merci de bien couper vos micros et caméras tout au long de ce webinaire. Alors, quelques informations sur le contexte, hein, pourquoi on organise et pourquoi Espace Environnement organise ce type de webinaire. Et donc, Espace Environnement est une association basée à Charleroi et qui reçoit une subvention de la WAP qui a comme objectif de valoriser et sauvegarder le patrimoine bâti et naturel wallon. Et depuis 2023, on propose d'avoir un cycle de webinaires proposant les trucs et astuces pour bien aménager, pour bien rénover le bâti où l'objectif de ces webinaires, c'est vraiment apporter des réponses et des conseils aux particuliers dans les projets de rénovation du bâti ancien. Et on a décidé chaque fois un format d'1 heure le mardi midi avec un moment d'exposé et un moment de questions-réponses. Alors, cette fois-ci, on a deux oratrices, donc le moment d'exposé durera un peu plus longtemps. Mais nous sommes évidemment intéressés de les entendre et je vais leur donner la parole sans plus attendre pour on puisse directement rentrer dans le sujet. On va avoir une petite manipulation d'écran. Donc, Céline, je te propose de partager ton écran. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. La petite manœuvre de partage. Et est-ce que Voilà, c'est... parfait, c'est parfait. On est parti. On est parti, oui. On t'écoute. Merci, Céline. Avec grand plaisir. Donc effectivement, notre présentation va s'articuler en deux temps. Donc d'abord un temps plus court avec moi où je vous parlerai de l'histoire du sgraffite et des particularités du sgraffite Art Nouveau. Et puis ensuite, Maëlle vous parlera plus longuement de tous les aspects de conservation, restauration, avec des cas concrets et les recommandations. Alors, je vous propose de commencer par un peu d'étymologie. Le terme sgraffite vient du verbe italien graffiare qui signifie griffer et rafler, avec la présence d'un S devant pour intensifier l'action. Donc on va griffer profondément. Donc il s'agit d'une technique décorative par grattage et incision. Et ce que l'on va gratter, c'est un enduit à base de chaux appliqué en plusieurs couches.
De par sa technique, le sgraffite trouve une certaine analogie et peut-être même ses racines dans des techniques de céramique anciennes où, dès l'Antiquité, pour réaliser des décors, on grattait une couche d'engobe supérieure pour faire réapparaître une couche sous-jacente qui présentait une teinte différente. Dès l'Antiquité déjà, dès l'époque romaine, en architecture, euh, nous avons des exemples de traitements d'enduits de chaux qui sont grattés, soit pour simuler un appareillage soigné, comme vous l'illustre la photo à gauche, soit pour déjà réaliser des motifs euh, euh, des réels motifs, vous voyez ici à droite, des feuilles d'acanthe, donc sur une corniche en stuc. La photo est en noir et blanc malheureusement, mais en fait le rendu était la surface blanche qui faisait réapparaître le mortier de tuileaux en dessous qui présentait une couleur rosée. Du Moyen Âge également, nous sont parvenus des exemples de décorations murales faites d'incisions dans des enduits. Mais c'est véritablement durant l'époque de la Renaissance italienne, à partir du XVe siècle, que la technique du sgraffite va connaître un grand essor en tant que décoration architecturale et que va apparaître le terme sgraffito. Avec une technique que nous décrit notamment le peintre et architecte Giorgio Vasari. Donc, c'est un enduit à base de chaux et de sable que l'on va foncer avec de la paille brûlée. On applique donc première couche qui a une couleur gris argenté. Ensuite, que l'on va recouvrir d'une couche d'enduit blanc de chaux, sur laquelle on reporte les motifs au moyen de la technique du poncif. Je vous l'illustre dans quelques instants. Ou bien sur laquelle on dessine les motifs à réaliser à main levée. Puis, tant que l'enduit est encore frais, on va procéder avec un outil de fer à l'incision des contours des motifs. Et entre les motifs, on va gratter entièrement la matière de la couche blanche supérieure jusqu'à faire réapparaître la couche foncée sous-jacente qui forme donc un fond gris argenté sur lequel se détachent les motifs blancs. Donc, il faut imaginer si on regarde donc le détail, l'illustration en bas à droite, que donc le motif vient de la couche supérieure blanche et qu'on a gratté toute cette couche blanche tout autour jusqu'à retrouver la couche foncée sous-jacente. Une décoration donc qui est principalement bichrome, mais à cette époque déjà, on a des exemples de décoration polychrome, soit pour le décor en entier, soit en combinant la technique du graphite bichrome et des motifs peints à fresque. À l'époque de la Renaissance, la technique se répand dans d'autres pays d'Europe, principalement au nord des Alpes, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, certains pays de l'Europe de l'Est, donc où il y a eu des villes foyers principaux de la Renaissance, mais également dans des régions plus rurales où cette technique de décoration a perduré jusqu'à très récemment. Dans le contexte du renouvellement des arts décoratifs du 19e siècle, donc pour se rapprocher de la période historique qui nous intéresse, euh, cette, cette technique du graphite Renaissance est redécouverte par un Allemand, Gottfried Semper, qui va donc la remettre au goût du jour et la repratiquer avec une technique similaire à celle que nous décrivait Vasari. Donc, on part d'une couche noire, teintée avec des scories de coque, de la poussière de charbon ou de la peinture des pigments. Toujours cette couche-là, tant que tout est humide, on la recouvre de trois fines couches de lait de chaud blanc. Et à nouveau, avec un outil métallique, la couche noire est redégagée entre les motifs. Cette redécouverte se répand également un peu dans les mêmes régions, mais également de manière plus large, avec par exemple, sera très fortement appréciée
en Angleterre, dans le contexte de l'extraordinaire essor de la polychromie architecturale de l'époque victorienne et également notamment le mouvement Arts and Crafts. Le peintre illustrateur Edward Summer, notamment, va réaliser en Angleterre un très grand nombre d'églises entièrement décorées de sgraffites à cette époque, donc, comme vous voyez ici à l'écran, avec une technique spécifique novatrice. On applique un enduit de fond sur toute la paroi, puis là ensuite on va déjà appliquer le carton parce qu'il va servir à guider la réalisation de la couche teintée. Donc ici, cette couche teintée ne va plus l'être uniformément et uniquement en noir, mais en zones de différentes couleurs en fonction des motifs, en fonction des couleurs que les motifs vont devoir présenter pour réaliser la composition entièrement. Et autre différence, cette couche multicolorée donc va être faite de ciment Portland additionné de différents pigments. Cette couche teintée à nouveau recouverte d'une fine couche blanche partout et ensuite grattée donc pour dégager des surfaces ou réaliser des traits avec les motifs donc correspondant à la composition à réaliser. Donc apparition ici davantage de l'usage de la bichromie. Chez nous, en Belgique, la redécouverte de cette technique, le renouveau de cette technique arrive lorsqu'en 1887, le peintre symboliste Xavier Mellery est commissionné par le gouvernement belge pour envisager la technique du sgraffite pour décorer l'intérieur du nouveau palais des Beaux-Arts qu'Alphonse Balla, architecte, est en train de concevoir. Donc, le palais des Beaux-Arts qui est toujours aujourd'hui l'actuel musée des Beaux-Arts, musée art ancien. Et donc, il est envoyé en voyage d'études là où cette technique était à nouveau utilisée, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, etc. Alors, je ne peux pas vous montrer de ce graphite décorant l'intérieur du musée des Beaux-Arts aujourd'hui parce qu'en fait, à son retour, son avis était négatif sur cette technique. Il estimait qu'elle n'était pas appropriée pour décorer le palais. Mais quand bien même, les artistes et architectes belges redécouvrent cette technique et vont l'utiliser abondamment. Alors, elle était déjà repratiquée chez nous en Belgique un peu plus tôt, puisque déjà dès 1882, la première façade décorée de ce graphite est réalisée à Bruxelles. Donc, il s'agit d'un hôtel particulier pour le comte Goblet d'Alviela. Nous sommes à Saint-Gilles, réalisé par l'architecte Octave van Rysselberghe, qui demande au sculpteur Julien Dillens de réaliser des dessins, les cartons, pour permettre la décoration de la façade donc de ces deux grands graphites qui sont exécutés par le peintre décorateur Henri Baas. Avec l'émergence de l'Art nouveau, c'est en 1883 que le peintre et décorateur Adolphe Crespin va être le premier à appliquer la nouvelle esthétique proposée par l'Art déco sur une façade avec donc la technique du sgraffite. Il s'agit de la maison personnelle de l'architecte Paul Ancar, avec là aussi une évolution de la technique d'exécution. Et ici, je reviens en image et peut-être que tout sera plus clair pour tout le monde. Donc, sur le mur, on applique tout d'abord un gobetit qui va permettre l'accroche des couches d'enduit suivantes. On réalise une couche de dressage pour égaliser la surface, donc qui a une épaisseur généralement d'1 à 3 cm et une surface rugueuse parce qu'on a besoin d'une accroche mécanique. Une couche de fond, donc teintée dans la masse, généralement en noir, une couche d'une épaisseur de 3 à 10 mm, sur laquelle on vient appliquer une fine couche de finition, donc qui elle reste claire, non teintée et fine 1-2 mm, pas plus. On vient reporter la composition à réaliser, donc toujours avec cette technique du poncif qui est un papier calque ou un carton piqueté de petits trous, tamponné à l'aide d'une poupée, c'est le petit chiffon rempli de pigments. Le pigment va passer à travers chaque petit trou et donc reporter le motif en petits points
sur l'enduit clair. Voilà le résultat. Donc, vous voyez, le dessin est transposé en petits points que l'on va gratter. Donc, cette couche claire, on va la gratter, l'inciser, jusqu'à faire réapparaître la couche de fond sous-jacente. Donc, on a les motifs qui sont ainsi délimités de sillon foncé. Et donc, vous voyez bien qu'ici, c'est pour ça qu'il est important de travailler toutes les couches dans le frais pour pouvoir réaliser ces incisions. Dès que c'est sec, c'est cassant, on n'arrive plus à réaliser les motifs correctement, on enlève des trop grandes parties d'enduit. La composition ensuite est mise en peinture et certains détails sont fréquemment rehaussés de feuilles d'or. Donc, à nouveau, non pas à nouveau, mais donc ici, c'est technique qui sera principalement pratiquée de cette façon-là chez nous en Belgique pendant la période Art Nouveau, et donc une technique d'exécution qui a un rendu aussi différent que le sgraffite Renaissance et que celui que les autres pays européens pratiquent à l'époque. Donc, puisque l'enlèvement de la matière dans la couche claire laisse place à la seule incision du contour des motifs, et que la bichromie blanc gris argenté laisse place à une mise en couleur, là aussi en aplat des motifs. On appelle ce principe entre nous le sgraffite à la belge, car il s'agit véritablement d'une réappropriation belge du procédé. Adolphe Crespin ayant été donc le premier à la proposer. À partir de ce moment-là, le sgraffite va vraiment connaître chez nous un très très grand succès, tant auprès des architectes et artistes qu'auprès des propriétaires de maisons. Les raisons en sont qu'il s'agissait d'une technique peu coûteuse, d'une exécution rapide, qui permettait une décoration relativement résistante, s'intégrant harmonieusement dans l'esthétique de la façade, que ce soit au niveau de son aspect, des couleurs de ces lignes, qui permet de distinguer la façade et donc d'avoir une façade différente de celle de son voisin. Tout cela rentrant très bien, correspondant très bien aux caractéristiques de l'Art Nouveau, revendiqué par l'Art Nouveau. Dès lors, des sgraffites, on en retrouve vraiment partout chez nous en Belgique, que ce soit pour des maisons bourgeoises, des maisons modestes, que ce soit pour des bâtiments publics comme des maisons du peuple, même dans des églises ou des cités sociales. Vraiment, on la retrouve dans toutes les catégories d'édifices. Ne voici que quelques exemples. De composition, de réalisation. Vous en verrez d'autres avec ce que Maëlle vous présentera. Un exemple en haut à gauche de Liège où il y avait également une particularité locale, c'est que la couche de fond pouvait être teintée non pas en noir mais en rouge, donnant donc un résultat infini différent. En haut à droite, vous avez la maison d'un artiste qui était artiste sgraffiteur, donc Victor Facon à Tournai, à qui l'on doit probablement l'essentiel des réalisations de sgraffite dans la ville de Tournai. En bas à gauche, la maison du peuple de pâturage, avec un très grand sgraffite qui a été tout récemment restauré. C'est une photo avant, avant travaux malheureusement. Et en bas à droite, pour montrer donc cette diversité d'édifices, une cité sociale située à la frontière française à Mazé. Le sgraffite pouvait également être une décoration murale intérieure. Nouveau quelques exemples dans une église à Turnhout, ici en haut à gauche. En dessous, il s'agit d'une villa qui fut la maison d'Édouard Franquinet à Dinan. Et enfin, une autre villa particulière à Éclos, qui est aujourd'hui devenue un bed and breakfast, l'hôtel Chamon. Le répertoire est vaste. Généralement, on va retrouver des compositions florales, végétales. On retrouve également des représentations de la faune. Les représentations de faune et flore étant le plus souvent ornementales, mais pouvant également être symboliques.
Parmi la représentation humaine, c'est la représentation féminine qui est la plus utilisée, avec de nombreuses possibilités qui sont toutes dues en fait à la patte de l'artiste. Généralement, on propose un portrait, qu'il soit vu de côté ou de face, mais on peut également avoir des personnages davantage en figure, de trois quarts ou en pied. Parmi les personnages, on va retrouver aussi également des angelots, des putti, et dans une moindre mesure, la représentation masculine, qui est vraiment très peu présente. Et puis ensuite, on peut avoir des véritables tableaux qui vont de la simple enseigne au millésime à des tableaux, des compositions beaucoup plus larges, avec des portées allégoriques ou symboliques. Vous voyez déjà ici un aperçu que les sgraffites ont vraiment tous des styles et des rendus variés parce que comme je vous le disais, ils sont tous dus à de nombreux peintres décorateurs qui ont tous leur style et leur influence différente. Alors la renommée acquise par certains a fait pour perdurer leur nom, comme Adolphe Crespin qu'on a mentionné comme le précurseur du sgraffite bruxellois ou également Privalivement actif à Bruxelles. Également, le nom de Paul Cauchy nous est parvenu, en grande partie car, parce qu'il possédait sa maison et atelier à Bruxelles, donc juste à côté du parc du Cinquantenaire, et ce que sa maison lui servait non pas seulement d'habitation personnelle et d'atelier, mais également véritablement à faire sa publicité. C'est vraiment une façade affiche, on appelle ça une façade vitrine, donc destinée à montrer aux clients potentiels, privés, aux architectes, que sa maîtrise de la technique. Et j'en profite pour vous dire que la maison Cauchy se visite donc certains week-ends du mois et que également si vous êtes mordu du graphite, on organise des promenades, des circuits guidés dans différentes villes en Belgique à la découverte de tous ces merveilleux graphites. Pour les attributions aussi des graphites, certains ont répertorié leur travail, donc ça c'est vraiment super. Paul Cauchy l'a fait, mais c'est également le cas de Gabriel Van Dievoet. D'autres noms, je vous mentionnais Victor Facon, nous sont connus parce que, au travers de leurs ateliers ou des publicités qu'ils ont laissées dans des documents anciens, des archives d'époque. Mais par exemple, dans le cas de Victor Facon à Tournai, donc on connaît bien son atelier, mais pour le reste de sa production, tout le travail d'identification est encore à faire parce que les graphites ne sont généralement pas signés. C'est vraiment très rare quand c'est le cas. Donc pour identifier, si on n'a pas de répertoire, on va procéder par comparaison stylistique, chacun ayant donc quand même un style reconnaissable à partir du moment où on se plonge réellement dans les éléments. Le sgraffite, donc, qui fait aujourd'hui partie de ce qu'on appelle le petit patrimoine, en Wallonie, le petit patrimoine populaire wallon. Donc un petit patrimoine qui avait toute sa place à l'époque dans notre pays durant la période Art Nouveau, mais c'était de cela il y a plus d'un siècle, et donc comme toute peinture ou tout enduit mural, un sgraffite vieillit. Et je laisse la parole à Maëlle pour vous parler de tout cela. Merci Céline déjà pour ta présentation hein, qui retrace l'historique du graphite à travers le temps et la technique du graphite. Je propose de donner la parole à Maëlle, mais je permets de ne vous inciter à poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas pour permettre après un échange avec vous sur ce sujet. À toi, Maëlle. Je m'a- je me mets au niveau. À niveau, oui, pas de souci. Merci beaucoup, Céline. Tac, tac. Voilà. Eh bien, après cette belle introduction,
De Céline, je vais moi m'attarder plus spécifiquement sur la préservation de ce qu'on nomme petit patrimoine, mais qui a tout son intérêt. Euh, et donc, dans un premier temps, j'aimerais quand même planter un peu le décor de ce qu'est une restauration au final, puisqu'il ne s'agit pas simplement en fait de venir repeindre. Il y a des étapes qui sont bien plus importantes et que souvent, monsieur et madame tout le monde ne se rend pas bien compte. Alors, la restauration des sgraffites, on fait partie de la restauration de ce qu'on appelle des peintures murales. Donc, ce sont des restaurateurs de peintures murales qui vont intervenir. Pourquoi? Parce que c'est une technique, comme on l'a vu avec Céline, qui vient directement s'appliquer sur un mur, donc directement sur un support mural. La conservation et la restauration des peintures est en fait le fruit d'un très long travail, d'un travail de recherche, de constat d'état qu'on fait sur place, c'est-à-dire in situ, et d'études. Et l'ensemble de ces recherches vont conduire à un protocole qui se doit d'être le plus raisonnable possible, donc pas partir non plus dans des folies mais qui se doit également d'être le plus déontologique possible, c'est-à-dire, ben voilà, il n'y a pas de place pour la création et il n'y a pas de place non plus dans le milieu de la restauration pour appliquer des traitements qui ne peuvent pas être retirés en cas de problème, de vieillissement ou que sais-je. Donc c'est vraiment un constat d'état qui se fait sur place, des propositions de traitement qui sont proposées aux propriétaires, à l'architecte, aux personnes qui s'occupent du bien et qui vont conduire sur une restauration. Alors, l'ornementation de façade, il faut bien se dire que la façade est une véritable carte de visite. Elle permettait en effet d'inscrire les propriétaires à travers une société en montrant, en distinguant sa classe sociale notamment. Donc, il faut bien voir la façade, une façade dans son ensemble. Et donc, c'est bien le sujet également, c'est que quand on intervient sur une restauration de ce graphite, on prend aussi en considération l'architecture dans son ensemble. Ce sont tous des petits indices qui vont pouvoir nous permettre aussi de nous aiguiller. Si par exemple, nous avons des grosses lacunes au niveau, et on le verra au niveau des traces de couleur, de la polychromie au niveau du graphite, il est possible d'arriver à retrouver une palette chromatique ou du moins de pouvoir proposer une palette juste en analysant déjà l'harmonie du bâtiment dans son ensemble, notamment quand on a des vitraux, mais également des jeux de briques qui apportent du coup de la couleur et un certain rythme. On retrouve donc différentes finitions au niveau de l'architecture. On va avoir des finitions qu'on va qualifier de purement fonctionnelles. C'est le cas par exemple de tout ce qui est chaulage ou enduit, qui eux vont venir protéger finalement l'épiderme de la maçonnerie, enfin, qui vont venir protéger la maçonnerie. Et puis on va avoir aussi des finitions qu'on va juger esthétiques, purement ornementales et dont le graphite peut en effet s'inscrire. Et puis après, on va avoir aussi des finitions qui se veut didactique, où on transmet un message. Ça peut être une datation ou le nom d'une fonctionnalité de l'édifice. Ça peut être la maison du peuple, ça peut être le nom d'une école. Enfin voilà, on a déjà vu un peu de tout. Il est donc vraiment impératif, comme je le disais, avant toute intervention, d'étudier dans son ensemble la façade et de pouvoir avoir une lecture fluide du bâti afin d'établir la meilleure démarche à suivre lors des différentes phases et propositions de conservation et de restauration. Alors, quand on parle d'harmonie, je me suis dit, bah voilà, on va vous montrer quelques exemples. Voilà un bâtiment avec un sgraffite de Paul Cauchy, justement, où, en effet, le sgraffite s'inscrit parfaitement
dans l'harmonie du bâtiment, puisqu'il reprend notamment les couleurs qu'on retrouve grâce au jeu de briques. Également, il reprend la forme de la niche dans laquelle il s'inscrit et qui est encore plus accentuée avec des modes et natures qu'on voit taillés comme ça au-dessus de la niche. Donc voilà, tout s'inscrit et il faut vraiment le voir dans son ensemble. Au niveau du sgraffite, on peut tout à fait ici imaginer, même pas imaginer, c'est une certitude, qu'il s'agit d'une publicité, puisqu'on peut tout à fait lire liqueur et vin. Sur d'autres graphites de cette même façade, on verra brune faro, blonde, donc voilà. Un autre cas qu'on verra et qu'on analysera un peu plus tard, c'est celui-ci, toujours à Saint-Gilles pour le coup, et où on constate également qu'il y a une harmonie totale au niveau de la façade, puisque les sgraffites reprennent également quand même la couleur chaude, la tendance chaude des joints. Les joints, le rejointoyage a été réalisé en rose et qui reprend également certaines couleurs, enfin la couleur de la boiserie qui a été choisie grâce à une étude stratigraphique. Donc absolument pas inventée. Et donc voici cette maison s'inscrit dans un ensemble de maisons et où on peut également retrouver une certaine rythmique voulue par l'architecte. Quand on parle des pathologies, parce que comme le disait Céline, bah voilà, en fait, les sgraffites ont déjà une centaine d'années et tout comme nous vieillissons, ils ont des bobos. Au niveau des bobos, si je puis dire, on peut les classer en trois grandes familles. On va avoir tout ce qui est pathologie due à la mise en œuvre originelle, donc c'est-à-dire directement due à la mise en œuvre qui a été faite à l'origine. Euh, et ça, ça se traduit notamment par l'utilisation de pigments qui est non adapté pour la couche de noir. Souvent, on a retrouvé des noirs de suie, des noirs de haut fourneau. Et là, on verra que ça crée certaines problématiques dans le temps au niveau des enduits. Des mauvais dosage entre le sable et le liant l'a chaux. On peut aussi du coup constater qu'il y a trop peu de chaux des fois, trop de sable, ce qui crée un déséquilibre au niveau également de l'enduit. Des excès de pigments, ça on peut en discuter, mais dépasser un certain pourcentage de pigmentation dans son enduit, incorporé à l'enduit, bah, la chaux ne sait plus, va au-delà de ce qu'elle est capable de enfin, va au-delà de ce qu'elle est capable de conserver. Et donc, on va au-delà de sa saturation. Et ça crée des pathologies au niveau de l'enduit. Et on peut aussi avoir des utilisations massives de sable jaune. Le sable jaune qui est quand même très fréquent en Belgique. En dehors de cette famille-là de pathologies liées à la mise en œuvre, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des pathologies que j'aime appeler le temps qui passe, tout simplement. Quand on parle du temps qui passe, on peut avoir le lessivage de la couche picturale et la dorure qui disparaît petit à petit. Quand on dit lessivage, ben, c'est une patine, les couleurs se fanent, disparaît petit à petit. On peut avoir des infiltrations d'eau qui se font, des usures de l'enduit, notamment par l'érosion. Et on peut avoir ben, l'encrassement, ça c'est vraiment un sujet très important, mais l'encrassement, la pollution. En effet. Et puis après, on va avoir tout ce qui est intervention contemporaine, donc tout ce que nous réalisons sans nous en rendre compte, mais qui crée des dommages importants, comme le passage des fils électriques en règle générale, ou du réseau, où on vient directement perforer dans l'enduit. On va avoir des sablages. Très souvent, les sociétés de sablage ne sont pas averties ou sensibilisées. Ils ne protègent pas et donc ils viennent carrément sabler le décor. L'hydrofuge, on veut souvent bien faire, mais ça crée des problèmes d'hydrofuger ces différents décors. Et puis on va avoir des bouchages, des rebouchages
locale ou carrément totale, avec une mise en place de ciment ou même de carrelage. Et puis le combat le plus mortel, on va dire, c'est un retrait total où les personnes se disent bah ça ressemble plus à rien, de toute façon on saura plus rien en faire et ils décident de retirer totalement euh, l'ornement. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les trois familles. Si on veut rentrer un petit peu plus dans le sujet, voilà quelques exemples. Euh, donc ici, on est sur un fragment. Comme vous voyez, il reste plus grand-chose. Et la problématique première, c'était justement la couche de noir qui a été teintée par du noir qui vient des hauts fourneaux. Ce qui crée dans le temps, en fait, un farinage. Elle retombe poussière. Enfin, l'enduit ne tient pas, cloque. Et donc, fatalement, il n'y a plus d'adhérence entre la couche de finition qui a été gravée et la couche de fond noir qui, elle, lui est une assise à cette couche de finition. Et donc ici, vous pouvez clairement distinguer que ben, il y a des coulées, elle finit, comme elle prend aussi la pluie, ben, elle finit par couler directement sur le graphite. Alors, c'est toujours le même graphite. Et donc, vous voyez sur la photo de gauche, en effet, que l'enduit noir ne tient plus et se déplaque. Quand il se déplaque, des fois, il fait partir également la finition. Il entraîne l'enduit de finition avec. Euh, et donc, on a un graphite avec vraiment de larges lacunes. Alors, dans la deuxième famille, on avait le temps qui passe. On a déjà vu ce graphite liqueur et vin, mais voilà un petit avant-après. Avant intervention, où on peut constater en effet qu'il y a, ben, comme on le disait, un encrassement, une pollution due à la pollution, mais également dans le bas du graphite, une perte de motif. La perte de motif est notamment due aux différentes pierres bleues que l'on voit, où l'eau en fait vient ricocher quand il pleut sur cette appui. Et donc, du coup, petit à petit, l'eau s'infiltre entre les couches et fait tomber le motif. Donc, voilà. Alors, en dehors de ça, quand on regardait de près, ce motif avait aussi, enfin, ce graphite avait aussi une problématique importante. C'était notamment la problématique qu'on a vue juste avant où bah, le noir tombait complètement en poussière. Donc on a dû passer de nombreux jours à consolider le graphite. Je reviens juste simplement pour dire que la perte de motif au niveau du bas des graphites, c'est vraiment quelque chose qui est très très courant, notamment par les éclaboussures d'eau. L'ennemi numéro un, et on le verra plus tard, c'est vraiment l'infiltration de l'eau dans les différentes couches qui crée des décollements, des déplaquages, ce qu'on appelle un clivage aussi. Alors, on a aussi simplement l'érosion, enfin, tout simplement ici une usure de la couche picturale où on retrouve quasiment plus de couleurs. Et également la couche de finition qui a disparu à certains endroits, qui est très très érodée. Et donc on voit on voit la couche d'en dessous. Donc ça c'est également tout simplement le temps qui passe, qui engendre ce genre de problématique. Et donc voilà, vous voyez après restauration ce que ça peut donner. Vous remarquerez également que au niveau des interventions contemporaines, on a demandé à ce que le câble soit retiré puisqu'il avait clairement été perforé dans le graphite. Voilà, c'est le genre de contrainte à laquelle on peut des fois faire face, mais on trouve des solutions quand c'est possible.
Alors, au niveau des interventions contemporaines, comme je vous l'avais dit, ben, il y a des bouchages. Cette pauvre maison, ce pauvre graphite, en réalité une histoire un peu rigolote. La première femme s'appelait Marguerite. Et donc, du coup, sur les graffites, il y avait marqué Villa Marguerite sur le graphite. Et puis, monsieur semblerait s'être remarié. Et la nouvelle femme, n'appréciant pas, a demandé qu'on rebouche le Marguerite et qu'on y inscrive Hortense. De fait, du coup, le médaillon a été entièrement rebouché et l'inscription Marguerite également. Puis simplement avait été repeint Hortense, mais on ne voit quasiment plus de traces. Donc ça, c'est toujours assez touchant de pouvoir arriver sur chantier et d'arriver aussi à retrouver un peu l'histoire des maisons. Euh, mais donc voilà, ici un cas de rebouchage où voilà, un peu de plus près, vous pouvez voir Marguerite qui a été effacée. Et après restauration, euh, Marguerite a retrouvé et un visage et son prénom. Vous pouvez également voir sur la photo de gauche que bah, les couleurs, euh, voilà, la palette chromatique était bel et bien encore visible, mais fatiguée. La peinture était lessivée par le temps. Un autre type de bouchage qu'on peut aussi voir, là, ce sont voilà, des rebouchages remplis de bienveillance, comme souvent en fait. Hein, souvent, on peut pas en vouloir aux personnes, les personnes essayent de bien faire. Malheureusement, ici, sur la photo de gauche, vous pouvez constater que c'est le soubassement en bas qui a été réenduit. Ici, réenduit avec un enduit ciment, donc fonctionne absolument pas comme les enduits à la chaux, qui est dur et cassant. Et donc, du coup, qui engendrait aussi une très grande contrainte à l'enduit de chaux qui, lui, est souple et perspirant. Donc, on a dû, fatalement, on l'a retiré. Et puis, l'interprétation du motif était moyenne, il manquait quand même quelques traces. Mais voilà, une intervention remplie de bienveillance, mais qui engendre des problématiques. Autre problématique qu'on peut voir également sur ce graphite, c'est un problème au niveau du rejointoyage dans le coin supérieur gauche qui engendre une infiltration de l'eau. Et on reviendra là-dessus. Et du coup, l'eau s'infiltre entre les différentes couches et petit à petit, elles viennent se décoller. Voilà. Alors c'est encore une fois très récurrent, hein, les graphites en règle générale. On perd souvent les motifs dans le bas, toujours pour la même raison. L'eau qui vient ricocher sur la pierre bleue, sur le linteau, et ou alors une infiltration. Et là, c'est souvent le haut qui est pris. Donc il arrive des fois qu'on n'a que le centre, que la partie centrale qui est conservée. Dans les interventions contemporaines, on a aussi de nombreuses façades qui sont repeintes de la tête aux pieds et où on vient repeindre également le sgraffite. Ça arrive assez souvent et si vous vous baladez, je vous conseille de vous balader la tête en l'air parce que le trottoir n'est jamais très intéressant. Vous pourriez découvrir des sgraffites qui ont été simplement surpeints et comment on peut le constater, notamment quand on a une lumière rasante, on voit que, il y a comme des fantômes ou comme des traits. Et on se dit, bah tiens, ça bouge différemment, il doit y avoir quelque chose. Et c'est bel et bien souvent un sgraffite qui se cache dans une niche. Alors, voilà, un petit avant-après. Mais voilà, comme ça, vous pouvez vraiment constater, à gauche, ben, ça a été, voilà, le sgraffite était entièrement peint. La slide d'avant, celle-ci, vous voyez qu'on a déjà commencé à dégager une partie de l'ornement. Mais
une fois le dégagement total, il a fallu aussi proposer une palette chromatique. Et donc, c'est ce que je vous expliquais au tout début. La palette chromatique a été proposée parce qu'il nous restait plus beaucoup de traces, grâce à le fruit de recherche poussées aussi bien sur la thématique que sur ce qu'on a trouvé fatalement en archives et également euh, en lisant la façade dans son ensemble. Et donc, la photo de gauche, c'est bel et bien cette même maison avant intervention, où on voit en effet qu'elle a été entièrement peinte en blanc. Et puis à droite, après intervention. Quand on parle de traitement, voilà, les restaurateurs on parle de conservation et restauration. C'est deux mots qui qualifient en fait deux étapes différentes de notre travail. On va avoir la première étape qui est cruciale, c'est la conservation. La conservation consiste à essayer de sauver ce qui est en danger. Donc souvent, c'est pas spécialement ce que les personnes retiennent parce que ben, ils ne voient pas ça. Et puis surtout, c'est pas la phase où on a un rendu esthétique qui saute aux yeux. Les personnes généralement ne retiennent que la fin, qui est la phase de retouche et de dorure, mais pas tout le travail qu'il y a en amont au niveau de la consolidation. Et pourtant, si on ne passe pas par cette phase-là, notre décor est voué à disparaître, puisqu'il n'y a plus de tenue, il n'y a plus de cohésion entre les matériaux, et donc c'est une mort prématurée. Donc euh, là, ça passe par différentes phases qui on juge du coup moins esthétiques. C'est plus une phase, on va dire, de médecin urgentiste où là, on va injecter des enduits, on va consolider avec des enduits, on va fixer la couche picturale, on va faire ce genre d'étape. Après, on va avoir le deuxième pôle qui va débuter, c'est ce qu'on appelle la restauration. Et là, généralement, c'est un caractère plus esthétique, c'est ce que les personnes retiennent. On va nettoyer la couche picturale, on va venir retirer les interventions postérieures qui posent problème. On va venir reboucher les zones lacunaires, reconstituer peut-être partiellement les décors qui ont disparu. Et on va venir retoucher ou surpeindre et poser la feuille d'or. Donc voilà, ça, c'est plus ce que les personnes retiennent en règle générale. Mais c'est pour ça que le raccourci est vite fait aussi. On entend très souvent des, le public nous dire, ah oui, mais de toute façon, ce n'est qu'une remise en peinture. Non, 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 non. En réalité, il y a vraiment énormément d'étapes. Un cas d'école qui est en cours, donc je ne saurais pas vous montrer la fin. Mais donc voilà, c'est un graphite qui semblerait attribué notamment à l'atelier de Paul Cauchy, et où vous avez vu les photos au début, qui étaient celles-ci, où on constate en effet que bah, la couche d'en dessous, la couche teintée dans la masse, la couche noire ne tient plus. Elle tombe complètement en poussière et elle entraîne le soulèvement de certaines zones d'enduit. La dernière photo, on la voit bien à droite, eh ben, l'enduit de finition se décroche petit à petit du support, ce qui engendre des pertes vraiment enfin, quasiment générales. Sur ce graphite-là, il fait 5 mètres et on a plus que 10% du graphite qui nous est parvenu. Alors, chance, dans ce cas, dans ce genre de cas, la couche de noir est encore malgré tout visible à certains endroits. Et comme c'est une technique où on incise dans le frais, fatalement en incisant la couche de finition, on vient quand même gratter un peu la couche noire et donc on arrive à retrouver un motif, enfin le motif d'origine, le fantôme.
Donc voilà, on est sur ce cas-là où il faut d'abord faire une recherche in situ où on note et on notifie le plus d'informations qu'on peut récolter. Tout ça est bien soigneusement conservé et gardé. Et puis, on entreprend des recherches pour pouvoir notamment reconstituer le reste du décor. Donc, les 10% sont sauvés, vont être sauvés, vous allez le voir après. Et puis après, pour le reste, il faut impérativement retrouver le motif d'origine. Comment on retrouve un motif d'origine? Comme je vous l'ai dit, parce que dans la couche noire, on arrive à retrouver des motifs par-ci, par-là. Ceux-là ont été relevés également. Et puis après, sur base d'archives, en faisant des recherches et, enfin, en faisant des recherches dans les catalogues également des différents graffiteurs où certains motifs, certaines façons de traiter les compositions reviennent également. C'est totalement donc l'image de gauche, c'est totalement le brouillon qui a été fait, une partie du brouillon qui a été fait en atelier. Il fait 5 mètres, donc le PowerPoint, c'était pas possible. Je vous ai coupé un segment où on relève en noir ce qui a été conservé jusqu'à nos jours, ce qui existe encore en bleu, ce qui a été retrouvé grâce à la couche de noir qui malheureusement s'effrite complètement. Et puis on a le rouge qui a été composé sur base de photos d'archives et le vert par symétrie. Donc en effet, comme les graphiques sont souvent symétriques, ben, il est possible de pouvoir prendre un motif d'à droite et de le mettre à gauche. Tout ça est proposé fatalement à un architecte, enfin à l'architecte au propriétaire et également vous pouvez enfin voilà, ça c'était la phase en atelier et puis la phase sur place, premier gros du travail c'est la conservation. Donc tous ces décors, si on n'intervient pas, si on ne consolide pas ces fragments, vont disparaître dans une échelle relativement courte, puisque déjà là, on peut constater qu'entre le devis qui a été fait, l'étude et devis qui a été fait en avril et le début de chantier en octobre, des fragments ont déjà disparu. Euh, qu'est-ce qu'est la consolidation? C'est venir injecter, consolider, retrouver une cohésion entre les différents matériaux. Après ça, on va partir sur une reconstitution, c'est ce qui a été ici, enfin, ce qui a été proposé. La reconstitution, bah, comme vous avez vu, il y avait un calque brouillon où on référençait bah, d'où ça sortait, parce que comme enfin, je vous l'ai mentionné au début, la restauration n'est pas une création, c'est pas du tout un moment créatif. Il faut être le plus juste et le plus proche de la réalité. Et ce, même quand on parle de reconstitution. Et donc voilà, vous pouvez voir à gauche euh, une partie du motif en cours de réalisation avec les zones, les fragments qui ont été sauvés, qui sont intégrés à la composition. Ici, c'était vraiment un cas qui mêle l'ensemble, du coup, qui mêle aussi bien la restauration, mais la reconstitution de décor. Donc vraiment un cas d'école bien particulier. Quand tout a disparu, et ça arrive, on peut enfin, proposer une reconstitution totale. Mais vraiment, j'insiste, c'est quand tout a disparu. Vraiment, quand on n'a plus rien, on est aux briques. Là, on peut envisager. Pourquoi je tape sur le clou? J'entends souvent quand je fais des devis ou des collègues également en discutant, des personnes dire, oh ben, vous mettez tout par terre et vous refaites à l'identique. Ce n'est absolument pas déontologique. Si on fait ce métier, c'est parce que on aime aussi conserver une trace
du passé et pouvoir l'offrir au prochain. Donc, c'est pas du tout déontologique de venir mettre un graphite par terre, surtout quand il peut être sauvegardé. Donc la reconstitution, c'est quoi? Une reconstitution totale, elle peut être donc effectuée lorsque le décor a été entièrement disparu et lorsque les archives sont jugées suffisantes. Donc c'est-à-dire qu'on a retrouvé des anciennes photos, des anciennes cartes postales, des plans, des maquettes, des écrits, des publications. Ce genre de choses qui va nous permettre de pouvoir proposer une reconstitution, de pouvoir réaliser des maquettes à proposer à l'architecte, au client. Et puis après, en découleront une réalisation. C'est le cas notamment pour ce bâtiment où je vais vous montrer une petite vidéo où il ne restait plus rien. Les 4 niches avaient été entièrement cimentées et quand l'entrepreneur a enlevé le ciment, on était à la brique. Donc il n'y avait vraiment plus rien. Et là, on est parti sur les différentes couches que Céline vous a expliquées et on a reconstitué euh, le décor. Donc voilà, on est passé par le support. Il y avait le support brique, un goupti, un dressage, la couche teintée dans la masse, la petite couche de finition, le poncif, les incisions, gravures, les propositions de couleurs et la mise en peinture, la mise en couleur, avec la feuille d'or, l'application de feuille d'or. Donc voilà, là c'était vraiment une reconstitution totale, mais il ne restait vraiment plus rien. Alors pareil, elle n'est pas sortie de nulle part. On a étroitement travaillé avec l'architecte qui s'occupait du chantier et des maquettes, comme vous voyez à droite, ont été envoyées pour validation. Des maquettes faites à échelle 1:1 ont après été réalisées. Ça, c'était les petites maquettes aquarellées. Hop, est-ce que je sais faire le dessin? Voilà. Pour conclure, j'aimerais parler à votre échelle, vous, propriétaire ou peut-être maçon ou que sais-je, souvent on me dit, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Ce que vous pouvez faire et ce qui est primordial, c'est vraiment entretenir la corniche. Souvent, les corniches ne sont pas entretenues et donc fatalement, à un moment, il y a des infiltrations de l'eau qui se fait et l'eau est mortelle pour les enduits. Donc il faut absolument entretenir la corniche, entretenir vos descentes et l'évacuation de l'eau. Il faut veiller sur le bon vieillissement des matériaux qui sont accolés au sgraffite. J'ai un exemple en tête, très souvent, on peut aussi voir des sgraffites qui se trouvent juste en dessous d'un balcon en pierre bleue. Et puis ce balcon se fend et les personnes ne s'inquiètent pas. Mais malheureusement, l'eau s'infiltre et va traverser ce balcon et directement se nicher dans les sgraffites. Et là, on va également voir des enduits qui vont s'altérer et des motifs qui vont complètement disparaître. Également, ben, j'ai une pierre bleue enfin, j'ai une pierre bleue et elle vient se déchausser ou elle vient se fendre. Pareil, ben, l'eau va directement conduire vers le sgraphite. Ce sont tous des cas qu'on voit très régulièrement. Un autre cas que je constate aussi souvent, c'est le rejointoyage. Ben, voilà, un rejointoyage maladroit ou un rejointoyage qui a vieilli et l'eau s'infiltre simplement. Au début, bah, ça se voit pas nécessairement du premier coup. Et puis, bah, le temps fait que bah, petit à petit, votre graphite va réagir et vous allez voir peut-être dans un premier temps l'enduit qui, dans une zone bien précise, va se foncer. Ça veut dire qu'elle se gorge d'eau. Et puis, petit à petit, peut-être des pertes de matière, ce genre de choses. Alors, un autre conseil que je vous donne, c'est observer au quotidien
votre façade et votre sgraffite. Et puis, au moindre signe de changement, avant de faire quoi que ce soit, téléphoner pour avoir les bons réflexes à un restaurateur, à un artisan sgraffiteur, mais téléphoner. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour résorber le problème. Mais au plus on attend, au plus on demande à l'enduit enfin, au plus on le fragilise, au plus il est sollicité. Et finalement, au plus les traitements seront du coup bah, lourds et considérables. Ce qu'il faut absolument ne pas faire et qu'on voit très souvent, bah, ne pas sabler. Ne pas sabler le graphite. Et si vous sablez votre façade, vraiment, il est impératif de placer des protections et taper vraiment sur le clou parce qu'on va vous dire oui, oui. Et il nous est arrivé plus d'une fois d'arriver sur le chantier et d'avoir un graphite qui a été sablé. Alors que voilà, tout le monde avait demandé qu'il soit protégé. Donc il faut vraiment veiller à le protéger. Ne pas passer le Karcher sur les graphites non plus en voulant donner un petit coup de nettoyage, la pression est souvent bien trop forte et va fragiliser vos enduits. Ne pas hydrofuger non plus. Faut savoir qu'un hydrofuge qui est placé sur un enduit, on ne peut pas intervenir pendant 5 à 7 ans. Donc voilà. Ne pas surpeindre ni repeindre le graphite avec des peintures qui sont en plus inadaptées, avec une mauvaise étude colorimétrique. Voilà. Euh, Comme on l'a dit, c'est une harmonie. La façade il faut l'avoir dans son ensemble et pas juste voir son motif indépendamment. Et donc, si vous aimez le vert et qu'il est en rouge, non, on ne le repeindra pas avec vos couleurs, quoi. Donc, faites attention et ne pas combler ou reboucher les zones laculaires voulant bien faire avec des mortiers qui sont trop rigides et cassants comme le ciment, par exemple. Où là, vous allez en effet apporter une contrainte trop importante sur des enduits qui vieillissent. Voilà, j'en ai fini. Oui, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation qui présente les différentes pathologies qu'on peut avoir sur le graphite, qui prend cas d'école de traitement et de rénovation, reconstitution totale du graphite. Et ensuite, à quoi il faut être vigilant. Et je crois que d'après ta présentation, on a bien compris que l'eau est vraiment l'ennemi numéro un, le diable du graphite, parce que dès qu'il y a de l'eau qui s'infiltre sur le graphite, la décoration se détériore et s'abîme. Et donc, c'est vraiment à ça qu'il faut le préserver, comme mettre un parapluie sur le graphite. C'est C'est peut-être ça, un peu oui. une image qu'on pourrait donner comme une image forte pour comment préserver et entretenir le mieux le graphite qu'on aurait sur sa façade pour pas qu'il s'abîme. Euh, C'est ça. En fait, il peut prendre l'enduit de chaux, ne craint pas l'eau, bien au contraire. Mais malheureusement, c'est quand l'eau vient s'infiltrer dans les couches où là, ben, en effet, on crée une fragilité et donc les couches finissent par se séparer et on perd des motifs. Donc ça c'est vrai que c'est important. Donc être vigilant aussi bien au niveau de la corniche que du rejointoyage. Et puis après, il y a des pathologies, enfin voilà, il y a des choses qu'on ne pourra jamais changer. Quand l'eau ricoche sur un linteau métallique, par exemple, bah voilà, ça fait ça- partie ça- de la maison. On ne peut pas en faire ouais, grand-chose, quoi. ouais. Ce que je te propose, Maëlle, c'est d'arrêter le partage d'écran et si c'est possible pour toi. Voilà. Voilà, je vais reprendre la parole pour conclure tout doucement le webinaire. Effectivement, le webinaire pourra être vu sur notre site Vivons le patrimoine, mais vous recevrez aussi par mail les replays et le lien vers le PowerPoint qu'on va mettre sur notre site du patrimoine. Donc, je vais envoyer dans le chat le lien que vous pouvez avoir sur notre site et qui vous permet également de pouvoir revoir les webinaires qui se sont déroulés en 2023 et en 2024, où il y a des replays et il y a également le PowerPoint et même deux fiches
thématiques sur les webinaires de 2023. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez trouvé que le contenu était intéressant. Il y a eu d'autres webinaires, notamment sur l'utilisation de la chaux dans la rénovation du bâti, l'utilisation de matériaux biosourcés, une association gagnante aussi de la rénovation du bâti, et comment isoler par l'intérieur des murs anciens. Voilà 3 webinaires qui se sont déroulés déjà dans le cadre de notre travail. On aura en 2025 2 autres webinaires dont on ne connaît pas, on n'a pas encore confirmé la thématique, mais on se dirige peut-être sur 2 thématiques, qui est l'humidité dans le bâti ancien et la préservation des menuiseries et des châssis anciens dans le bâti. Espérons de pouvoir vous retrouver à cette occasion. Je voulais remercier Céline et Maëlle pour leur précieuse présentation qui a intéressé plus d'un. Et donc, voilà, on n'hésitera pas de la mettre sur notre site pour qu'elle soit revue et diffusée. Il y a notamment des demandes de diffusion dans le chat auprès de collègues. Donc, voilà, merci à vous. Un tout grand merci. Merci. Plaisir, merci.